Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette vidéo. Je suis très content aujourd'hui, et Dieu sait que c'est un cinéaste pour qui j'ai beaucoup d'admiration et d'estime et dont on parle pas souvent, surtout pas sur ce qu'on appelle le YouTube game, le milieu YouTube. C'est Jacques Doyon. Et aujourd'hui, j'ai vraiment l'honneur d'avoir à côté de moi, entre parenthèses, monsieur Anthony Colo, qui est aussi réalisateur et écrivain et qui a écrit un essai, enfin, on va parler de ça, du style, enfin, du concept d'écrire, enfin, c'est parce qu'il y a quelque chose, il y a plein de questions que j'ai à vous poser là-dessus. En tout cas, Anthony Colo, merci beaucoup d'avoir été patient avec moi parce qu'il y a eu quelques petits soucis, voilà, des rendez-vous annulés, mais vous êtes là et c'est le principal. Comment allez-vous? Ça va bien, merci, et merci de votre invitation. Je suis ravi d'être là pour parler du cinéma de Jacques Doyon et de ce petit essai qui s'appelle Les Prises Doyon. Voilà. C'est ça. Voilà, Les Prises Doyon, c'est édité chez Marest Éditeur. D'ailleurs, au passage, je salue Pierre-Julien Marest qui a aidé à la conception de cette émission. Donc, je le salue bien affectueusement. Oui, Les Prises Doyon, Anthony Colo, c'est un cinéaste qu'on ne parle pas souvent dans le YouTube game. C'est un cinéaste qui a eu une espèce de portée comme ça dans les années 70, 80 et un peu 90. Moi, je me souviens, je suis très contemporain des années 90 de ce qu'il faisait à cette époque-là. Et donc, je suis très content de lire cet essai qui est très particulier. On a l'impression que c'est une espèce de film sur Jacques Doyon, mais en même temps en utilisant un stylo. Enfin, il y a quelque chose d'assez particulier avec cet essai. Et j'aimerais, pour commencer, lire tout simplement 2 paragraphes de l'avant-propos qui se situent dans Les Prises Doyon première, parce qu'il faut savoir ce qu'il y a première et deuxième, comme si vous refaisiez la prise. Et ça aussi, on va en parler. Bref, on va parler de beaucoup de choses. Alors, vous dites, cet essai interroge ce qui se joue dans le champ lexical du mot prise, prise entre parenthèses, jusqu'à envisager, in fine, les figures de la contreprise et de la méprise. Ainsi, il esquisse la poétique d'un certain cinéma, celui que Jacques Doyon réalise, certes, mais pas uniquement, inventant une communauté incertaine mue par les prises Doyon. Et plus loin, vous dites, si j'use du terme œuvre avec un O majuscule, entre parenthèses, c'est que sa nature est garantie par plusieurs conditions de la filmographie, dont le fait que Doyon est l'auteur de ces films et qu'ils entretiennent entre eux une ressemblance de famille qui n'est pas réductible à un faisceau thématique. Pourquoi j'ai lu ces 2 paragraphes? Parce que déjà, il y a un style qui est assez incroyable. Enfin, je trouve que c'est l'un des plus beaux livres de cette année 2021 sur le cinéma, avec Doyon. Et je suis vraiment, mais c'est pour ça que je suis très content de vous avoir, parce que vous avez une manière de parler de Jacques Doyon qui est extraordinaire. C'est que on dit souvent faire un film sur, mais moi je préfère quand on dit faire un film avec, parce qu'on a cette impression que le film accompagne quelqu'un, et que ce quelqu'un guide le film. Et j'ai l'impression que le livre est guidé par Doyon, parce qu'il représente, et vous êtes aussi dedans, vous n'êtes pas à part. Et ce qui est assez incroyable avec ces 2 paragraphes, c'est que très vite vous expliquez la chose, mais en même temps, je vais être un peu provocateur, vous l'expliquez, mais en même temps, vous-même, vous ne savez pas trop si c'est réellement ça que vous allez faire. En fait, vous avancez avec lui. Je ne sais pas si j'arrive à m'exprimer. En fait, il y a quelque chose de l'incertain qu'on retrouve aussi dans certains films de Doyon, et je trouve ça fascinant. Oui, alors je suis tout à fait d'accord. Moi, je trouve pas que ce soit une provocation de supposer que je ne savais pas où j'allais quand j'ai commencé à écrire, parce que si j'avais su où j'allais, je n'aurais pas écrit. Il y a vraiment quelque chose qui est assez incompatible avec ma manière de concevoir le cinéma et l'écriture, c'est l'idéalisme, c'est-à-dire le fait de réaliser un projet dont on connaîtrait tous les tenants et les aboutissants, comme Jacques Doyon a beaucoup de mal avec un cinéma qui serait storyboardé, par exemple. Ouais. Donc s'il ne se passe rien pendant le temps de l'écriture ou de la réalisation, pour ma part, je préfère aller jardiner. Voilà. Et je crois pouvoir le dire aussi au nom de Jacques Doyon, qui, vous l'aurez compris, puis il y a 2-3 éléments biographiques dedans, enfin, qui est un réalisateur que je fréquente depuis longtemps, depuis l'adolescence, mais aussi un homme que je fréquente depuis un petit peu moins longtemps, peut-être, je sais pas, entre 15 et 20 ans, après Raja. Je crois que j'ai rencontré Jacques après Raja, qui date de 2003. Donc on converse régulièrement autour du cinéma, de son cinéma, mais pas seulement. Et donc,
bon, ce texte, c'est aussi une manière de me poser des questions sur un cinéma que j'aime, et puis c'était aussi le prétexte que j'ai trouvé pour me sortir un peu du monde pendant 2-3 mois et avoir le loisir de regarder ces 35 films 2 fois chacun, c'est-à-dire de passer beaucoup d'heures en compagnie de ce cinéma que je savais aimer beaucoup, que je ne savais pas aimer autant. Voilà. Après avoir tout revu et dans cette continuité, je peux dire que c'est vraiment une œuvre d'une grande, qui est vraiment sous-estimée aussi, j'ai l'impression. Ouais. Vous le disiez, on en parle peu. Moi, je dirais qu'on n'en parle pas du tout assez, que cet essai, c'était aussi une manière de venir combler un déficit critique et de pensée face à ce cinéma. Effectivement, alors vous parlez des années 80, Deleuze en parle, mais depuis, j'ai la sensation, en tout cas l'impression, Bergala un peu, mais il n'y a pas eu d'effort théorique ou de pensée du cinéma autour du cinéma de Jacques Doyon, qui est un cinéma qui mérite vraiment cette attention. C'est assez extraordinaire, et en cohérence, et à la fois en diversité, en recherche, en singularité dans la relation aux acteurs, au texte, à l'image. Enfin, c'est quelqu'un qui a travaillé avec des chefs opérateurs extraordinaires, dans une collaboration extraordinaire, que ce soit Lubchansky, que ce soit Pierre Lhomme, que ce soit Nuitaine pour La Pirate, par exemple. Le travail qui est fait avec 3 francs 6 sous par Doyon et Nuitaine sur La Pirate est un travail totalement bluffant. C'est une des plus belles photographies je sais pas, du cinéma d'après-guerre français, en tout cas. Pardonnez-moi cette indiscrétion, mais vous dites avoir la possibilité de converser avec Doyon, et vous parlez beaucoup de la parole dans ce livre. Alors, c'est une indiscrétion, certes, mais vous allez comprendre pourquoi je vous pose cette question, parce que là, ça me fait rappeler un film, non pas de Doyon, mais dans lequel il a joué, enfin, furtivement. C'est le film de Philippe Garrel, Elle a passé tant d'heures sous les sunlights, en 85, si je me trompe pas, 85 ou 86. Quelque chose comme ça. Peut-être l'avant-dernière scène du film que cette conversation avec. C'est ça. C'est ça. Et puis, il y a il faut décrire un peu comment Garrel pose sa caméra, parce que c'est juste extraordinaire. La caméra est en plan fixe, plan rapproché. Les deux acteurs, enfin, réalisateurs, acteurs sont proches. Enfin, ils sont vraiment côte à côte. C'est très, très beau. Et Garrel pose cette question fascinante à Doyon, lui disant, ils ont cette particularité tous les deux de filmer leurs enfants dans leurs films. Et Garrel dit, est-ce que tu leur demandes la permission? Et ça, je me souviens parfaitement, ça m'avait marqué à l'époque. Pourquoi je vous pose cette indiscrétion? Parce il n'y a pas que la permission des enfants, si j'ai bonne souvenance. Et de la maman. Aussi la permission des mères. Exactement. Et en lisant donc les prises Doyon, enfin, j'insiste sur le fait que les mères sont vraiment très mal menées dans le cinéma de Jacques Doyon, souvent proches d'une tentative d'éradication totale, sauf dans son dernier film, qui est CE2, qui sortira dans les mois à venir, je l'espère, où il y a une sorte de réhabilitation après 35 films de la figure maternelle. Et effectivement, dans ce petit dialogue improvisé, une seule prise, c'est Garrel. Jacques dit que non, bien sûr que non. Enfin, c'est hors de question de demander l'autorisation à qui que ce soit. Moi, il commence à utiliser ses enfants au cinéma avec La femme qui pleure. Donc, film extraordinaire, tourné dans la montagne de Lure, dans une maison qui appartenait à Doyon en 79, où Lola, sa première fille, la réalisatrice, Lola Doyon, elle doit avoir, je dirais, peut-être 3 ans dans ce film. Et alors, le dispositif, c'est que la caméra est présente, mais il n'y a plus d'équipe derrière. C'est-à-dire qu'on laisse tourner, et puis ça finit par devenir un élément du décor quotidien. Et ce qui permet à Lola Doyon, cette petite fille, de ne pas être dans un jeu d'interprétation, contrairement à ce qui se passera ensuite, où Jacques Doyon va devenir un spécialiste de la direction d'acteurs enfants. Voilà, c'est pas Ponette. C'est pas Ponette. Mais d'ailleurs, avant qu'on parle de ça, vous allez voir, ça va être un peu un bazar, mais organisé, cette conversation, parce que je vous pose une question, certes, mais vous allez donner 55 réponses, et donc il faut que je trouve un moyen, mais ne vous inquiétez pas, on va toujours revenir sur nos pas. Pourquoi je vous posais cette question par rapport à la parole? Parce que vous en parlez dans le livre, dans le film, les acteurs, personnages ont une manière de dire
les choses. Ils ont une manière, il y a une intonation, un travail sur la voix qui est assez fascinante chez Doyon. Ça peut soit être colérique ou on peut parfois soit fredonner les choses, les susurrer. Et j'aurais voulu savoir, c'est quoi parler avec Jacques Doyon de cinéma, par exemple. C'est vraiment, est-ce que sa manière de... Parce que, comme vous le dites dans le livre, il y a quelque chose d'assez incroyable, c'est qu'il y a ces films et puis il y a lui, et on a l'impression que les choses sont ensemble, quoi. Et c'est quoi parler avec Jacques Doyon? Alors, d'abord, pour répondre, il faudrait dire que si j'ai commencé à m'intéresser aux films de Doyon, c'est que j'en ai vu un premier quand j'étais ado, qui est le film L'Amoureuse avec... non, Amoureuse, et pas L'Amoureuse, puisqu'il y a L'Amoureuse et Oui. Amoureuse avec Charlotte Gainsbourg, Yvan Attal, qui est un film début des années 90, et que, voyant ce film, je ne savais pas si je l'aimais, mais je me suis dit, mais j'ai l'impression que je parle la même langue que ce film. Et ça m'a intrigué. C'est en ces termes que ça s'est posé. Une sensation de partager une langue commune, d'avoir une langue commune, une manière de construire ou de penser. Et quand j'ai rencontré Jacques Doyon, effectivement, ça a été une confirmation, c'est-à-dire que on est capable de parler ensemble. On n'est pas toujours capable de parler avec tout le monde, et là, c'est le cas. Et alors, qu'est-ce que c'est que parler cinéma avec Jacques? C'est souvent parler Mizoguchi, par exemple. Oui. Parce que c'est un cinéaste et un cinéma que nous aimons fort, qu'on est capable d'en parler beaucoup, mais pas en parler en termes de focale ou de valeur de plan ou direction d'acteur, en parler en termes de sensations, de sentiments. Finalement, avec Jacques Doyon, on parle d'amour du cinéma et assez peu de technique. Alors, soit on parle d'amour de cinéma, soit on parle des conditions désastreuses de la production cinématographique française, c'est-à-dire combien il est difficile et fatigant de pouvoir financer un film, de le monter, et quel est l'état aussi des productions, c'est-à-dire on essaie d'échanger quand on a vu un film qui nous plaît, quand on a quelques idées sur... voilà. Mais ça se parle, c'est davantage de la sensation, de l'amour que de la technique. C'est marrant parce qu'il y a quelque chose qui revient assez régulièrement, comme dans parler de cinéma ou susurrer autour du cinéma, c'est essayer d'imaginer des conditions de réalisation idéales qui seraient comment faire pour que l'équipe soit suffisamment réduite pour pouvoir faire des films pas chers, mais en même temps sans dépasser, parce que dès qu'on commence à ajouter un technicien supplémentaire, il faut le nourrir, le déplacer, etc. Donc ça crée un effet boule de neige. Donc quel serait comment tourner à la maison avec le moins d'argent possible et peut-être un chef opérateur et puis un ingé son et puis c'est tout idéalement. Voilà. Alors, pour revenir au livre, à l'intériorité du livre, dès le début, et là par contre, je vous pose cette question, mais parfois quand je pose des questions, je devine plus ou moins la réponse. Là, je n'ai aucune idée de la réponse que vous allez m'apporter. C'est page 17 où vous insistez très vite, dès le début, sur le fait qu'il n'y aura pas de question de classement hiérarchique des valeurs. Je lis d'ailleurs le texte. Vous dites, on l'aura compris, il n'est pas question de classement hiérarchique des valeurs, mais de distinction liées aux fonctions sensibles, sociales, etc. des objets. Ainsi, Jacques Doyon n'a pas entendu de sortir du prolétariat pour être bouleversé par Bach, l'éternel petit bourgeois, la crise de 29 pour aimer Jean-François Millet et chipper ses habitudes vestimentaires aux honnards, la porosité de ce qu'avec Marcel Mauss on peut appeler, entre parenthèses, le fait social total, souffre mal les paradigmes hermétiques de polyéthylène, communautaristes qui servent quelques néoconservateurs de nos contemporains. Pourquoi vous insistez sur ça, dès le départ d'ailleurs? Alors, c'est quoi ça? C'est la dimension politique ou de non-hiérarchie. Alors, il y a plusieurs choses. C'est que la non-hiérarchie entre les genres, c'est-à-dire que je dis dans le texte que je considère que le cinéma de Jacques Doyon fait partie d'un genre qui s'appelle l'art, un genre de production sociale, c'est de l'art, et que le cinéma ne produit pas que de l'art. Contrairement à d'autres productions artistiques, je veux dire, quand je vais au Louvre, j'ai assez peu de chances, de probabilité d'être confronté à des artefacts, à des objets qui seraient des objets de divertissement. Même si dans leur histoire, peut-être ils l'ont été, mais aujourd'hui, ils ne le sont pas, ou plus. Et quand je vais au cinéma, je ne sais jamais vraiment
si je vais être modifié par l'artefact, par l'objet que je vais voir, c'est-à-dire si je vais être confronté à une œuvre d'art qui me modifie dans ma sensibilité, dans ma perception du monde, qui crée des nouvelles connexions, etc., ou si je vais juste passer un moment agréable ou désagréable, drôle, effrayant, mais qui ne me modifiera pas. C'est comme ça que je vais évaluer peut-être art ou pas art. Et je ne veux pas hiérarchiser ces pratiques, je veux simplement dire qu'elles appartiennent à des mondes différents. Moi, j'ai plaisir à aller voir des films de divertissement, et je n'ai pas besoin d'essayer de leur trouver un coefficient d'art pour les trouver de bonne qualité. Par exemple, je parle de Night Shyamalan dans la deuxième prise. Oui. Ça peut me divertir fort, je suis heureux que ça me divertisse fort, et je ne ferai pas d'efforts considérables pour essayer de le rattacher à une production artistique. Pour moi, c'est du cinéma de divertissement, du très bon cinéma de divertissement. Et chez Jacques, dans le cinéma de Jacques Doyon, c'est pas ça. C'est un cinéma qui appartient à une catégorie qui s'appelle l'art. Et ensuite, la dimension politique, qui est un peu la deuxième partie de la question, c'est que en revoyant ces films et en m'interrogeant sur leur réception critique, je me suis rendu compte que dès que Doyon sortait du prolétariat dont il était issu, et qui lui vaut de beaux succès, c'est-à-dire avec L'An 01, qui est un film autoproduit, qui fait quand même suffisamment d'entrées pour pouvoir assurer la vie des prochains, avec Les Doigts dans la tête, qui donne lieu à des critiques. On connaît le mot de Truffaut sur Simple comme bonjour, etc. Sur La Drôlesse, qui est un film qui a aussi qui va à Cannes, qui a une réception critique vraiment très, très, très forte. Dès qu'il sort de la représentation du prolétariat, la critique ne le suit plus. C'est-à-dire, le pire, c'est La Pirate. La Pirate, c'est un film qui a été vraiment reçu de manière très, très violente. Un film qui est sifflé, hué à Cannes, que Jane Birkin défend comme une lionne. Enfin, tout réalisateur rêve d'avoir un acteur avec cette force de défense qu'elle met en œuvre au moment de Cannes. Mais et ce que je pense, c'est que s'il est attaqué à ce moment-là, c'est qu'en tant qu'enfant de prolétaire, on ne lui accorde pas le droit de mettre en scène une bourgeoisie. On trouve que c'est snob de sa part. Et donc, je vois qu'il y a une forme d'hermétisme communautaire. Et comme l'hermétisme communautaire a tendance à prendre beaucoup de place sur le terrain politique ces dernières années, du fait d'un communautarisme nord-américain qui infuse beaucoup, et qui infuse aussi beaucoup du fait des systèmes de représentation que sont les films. C'est-à-dire, si ça arrive dans notre culture, c'est aussi parce que ça a été beaucoup mis en scène par le cinéma ou par la série. Et donc, pour ma part, j'aime la porosité, c'est-à-dire que je considère que le champ politique, c'est un champ d'échange, d'exogamie, voilà. Je ne suis pas pour vivre enfermé dans un champ communautaire ou une chambre tout court. Voilà. Une chambre tout court. Je me souviens, mais j'avais lu un papier de Danet là-dessus sur la conférence de presse de 84 à Cannes, et c'était juste. Et puis il y avait aussi une émission qu'il avait faite chez Microfilm après, où il avait invité Jane Birkin, où ils étaient revenus sur c'était quelque chose. Enfin, moi j'étais gosse, donc je peux pas imaginer, mais il paraîtrait que c'était vraiment un truc assez impressionnant. Et je suis très content que vous en parliez. Mais et je me souviens aussi effectivement d'un film de Doyon qui à l'époque m'avait beaucoup. Enfin, je crois que c'est avec ce film que j'ai commencé à suivre ce cinéaste que je ne connaissais pas. C'est Petit Frère, dans les années 90, et avec l'utilisation de la musique d'Oxmo Puccino. Enfin, voilà, il y a quelque chose d'assez fort dans ce film qui fait que c'est quelqu'un qui regarde, c'est quelqu'un qui continue encore et toujours à ouvrir la fenêtre, à regarder un peu le monde, comment la société dans laquelle il vit, comment elle évolue, et de filmer des personnes. Enfin, c'est quand même les années 90, dans le cinéma français, je sais pas, vous vous en souvenez aussi bien que moi, mais pour ceux qui ne l'ont peut-être pas vécu, il y a des personnages qu'on ne voyait pas dans le cinéma français de cette période-là, et Doyon, c'était l'un des premiers à dire, bon, on va prendre la caméra et puis on va filmer ça là-bas, dans ce qu'on appelle les banlieues, et c'était quelque chose d'assez fascinant, je trouve, et puis avec la musique de Puccino aussi, ça montrait qu'il y avait une connaissance assez accrue d'une certaine génération, mais aussi
cette génération était associée à quelle forme, quelle figure artistique. Et c'est ça que j'aime bien aussi chez Doyon, c'est cette capacité à toujours se poser la question sur les générations qui ne sont pas forcément, dont il ne provient pas forcément, mais cette manière qu'il a de les regarder avec une distanciation qui permet non pas de les regarder, mais de les observer et de les accompagner. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc avant qu'on parle de l'enfance, parce que de l'enfant, en tout cas dans le livre vous en parlez, par rapport à ce que je viens de dire, qu'est-ce que vous en pensez de ça, de cette manière de regarder? En fait, c'est un cinéaste qui sait regarder, qui sait voir. Oui, puis il ose aller voir ailleurs. C'est-à-dire que 79, à la fois il réalise la même année La femme qui pleure, qui est un film finalement petit bourgeois de gauche, intellectuel, magnifique, mais qui se passe avec des lettrés qui se posent une question simple qui est récurrente dans l'histoire du cinéma français, c'est-à-dire peut-on être 3 en amour, ou 4 si on ajoute l'enfant, et avec des acteurs extraordinaires, et puis la drôlesse qui se passe, on a l'impression qu'il se passe, la sensation, c'est la Normandie, le monde paysan, mais ça pourrait se passer 100 ans avant, par la mobilette. Et donc, on change de milieux sociaux et de langue, radicalement de langue aussi. Et c'est ce qui se passe aussi avec Petit Frère, 99, et juste avant, on a Trop peu d'amour. Oui. Un film que je trouve vraiment très 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 fort et très réussi. Et même chose, Trop peu d'amour, ça se passe dans un milieu lettré. C'est un réalisateur qui reçoit une sorte de fan chez lui, qui a écrit un scénario, et il y a des enjeux de triangulation amoureuse et intergénérationnelle. Et puis Petit Frère, dans la foulée, c'est-à-dire un film qui se passe effectivement en banlieue parisienne, avec... mais pourquoi? Parce que il y a d'abord une attention portée à l'acteur et un amour pour les acteurs. C'est ça l'enjeu aussi. Et l'acteur, il peut être Gérald de Thomasin, c'est-à-dire le petit criminel, avoir grandi entre Pantin et La Courneuve, avec cette singularité sociologique, mais finalement, je pense que ça a assez peu d'importance pour Jacques Doyon. Ce qui est important, c'est que c'est un garçon qui est capable de transmettre une émotion extraordinaire. C'est un garçon très, très émouvant. Et la jeune actrice dans Petit Frère est aussi très émouvante. Et les garçons aussi qui sont là présents. On pourrait faire un lien peut-être avec Abdelatif Kechiche et l'Esquive. Voilà, avec le personnage de Crimo, par exemple, qui est vraiment fabuleux, ou Sarah Forestier, qu'on verra ensuite d'ailleurs travailler chez Doyon dans un rôle très risqué. Incroyable ce film. Des séances de lutte, quoi. 2013, un film 2013. Unique. Je crois que c'est un film unique dans le cinéma français. Je ne lui vois pas de... Je pense que c'est un film unique. C'est un homme de 70 ans à peu près, en 2013, ou 69 ans, qui réalise un film et d'une... Waouh! C'est incroyable. C'est quand même un film où il y a un tiers des scènes qui consistent à lutter, entre un jeu entre la danse et le sexe, dans une sorte de chorégraphie des corps, et pour une fois des corps qui se taisent, puisque quand le corps là, se touche, il se tait. Il y a ça aussi dans le rapport à la langue, hein, pour finir de répondre à votre question. Oui, mais c'est ça qui est incroyable, c'est que quand on connaît très bien le cinéma de Jacques Doyon et qu'on découvre ce film, quand vous dites qu'il réalise à 70 ans, on a l'impression que de continuer à cet âge-là, d'expérimenter le travail du corps de l'acteur, c'est juste incroyable. C'est un film qu'il faut absolument voir pour celles et ceux qui ne le connaissent pas. C'est un film unique, c'est une expérience, qu'elle soit visuelle ou sensorielle. C'est que là, pour le coup, on dit souvent, on entend souvent des cinéastes dire je veux faire des films parce que je veux travailler avec des comédiens. Et c'est très bien. Mais là, pour le coup, on a vraiment quelqu'un qui a envie de travailler avec réellement des comédiens. Et je n'ai même pas envie de savoir comment cela s'est passé pendant le tournage. Parce que ça serait... J'ai envie de garder le mystère, mais je trouve que c'est un film qui est pour le coup, et j'ai même envie de dire, c'est un film, entre parenthèses, extrêmement bavard, finalement. Oui, par plein d'aspects. Il faut savoir que Sarah Forestier est peut-être une des rares actrices françaises à avoir
sollicité Jacques Doyon en plusieurs reprises avec un désir fort de faire l'expérience. Je crois que c'est une actrice qui aime travailler. Et le nombre de prises se pose en ces termes. Est-ce qu'on aime travailler ou est-ce qu'on n'aime pas travailler? Je crois qu'elle aime travailler et que ça la faisait vraiment rêver de faire 30 prises pour arriver à quelque chose. Et donc, elle a sollicité Jacques très régulièrement. Et puis, ça s'est fait sur mes séances de lutte. Et je trouve elle est d'une générosité qui est vraiment rare. Enfin, tous les deux. Lui, il prend des risques à 70 ans que peu de réalisateurs de 25 ans sortant de la FEMIS sont capables de prendre. Je dirais même volontiers aucun. Et elle ose, face à son image, face à son énergie, face à sa relation à la langue, quelque chose d'époustouflant. Voilà. Vous évoquiez les prises, c'est le titre du livre, les prises Doyon. Et parce que de Jacques Doyon, il a, traîne derrière lui comment on va dire ça, il a, quand on parle de Doyon, on pense à deux choses, je pense. Cinéaste de l'enfance et les fameuses multiples prises qu'il fait sur un tournage. Et ça, très vite, vous allez vous en parler dans le bouquin, surtout par rapport à l'enfance, vous expliquer un petit peu en quoi. Ça, on va en parler à la fin. Et les fameuses multiples prises que Doyon fait, en fait, c'est tout simplement parce que en gros, je synthétise, et vous me contredisez si je suis dans l'erreur, mais en lisant le livre, en gros, ce que vous dites, c'est très simple, c'est que ça fait partie de la construction du personnage, ça fait partie, et que l'acteur, pour le coup, ne se prête pas au jeu, c'est qu'il sait que ça doit passer par ça, en gros. Et donc, vous en parlez de manière sur un ton extrêmement très léger, très humoristique parfois, mais ça fait vraiment l'effet même du livre. C'est que il y a un livre, certains livres, en gros, sur ce que c'est que regarder un acteur. C'est ça, c'est un livre sur ce que c'est que regarder un acteur, et qu'il y a une espèce de contrat entre l'acteur et le réalisateur qui fait que ces prises-là, finalement, on les voit même pas passer, mais ça fait partie de la construction du personnage. Le film est là, en fait. Il y a plusieurs choses. Alors, il y a soit on travaille avec des acteurs qui sont des professionnels du jeu, et auquel cas le risque, c'est qu'ils aient des tics académiques. C'est-à-dire que des timbres de voix, une voix qu'ils aiment poser et mettre en scène, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ils sont très, très, très heureux, des mimiques, etc. Et bien entendu, ça n'a aucun intérêt pour construire un personnage. Je veux dire, un personnage, ça se construit pas avec un registre lexical préétabli. Donc, il va falloir venir éroder ce savoir-faire. Et donc ça nécessite du travail, un travail de prise important. On travaille avec des acteurs non professionnels qui vont devoir construire un personnage en tâtonnant, en cherchant. Et donc, dans tous les cas, ça se justifie. Ça s'appelle travailler. Alors, il y a deux exemples que je peux donner qui sont dans les prises Doyon. Il y a l'exemple Pour un oui, pour un non, qui est un téléfilm autour de la pièce de Nathalie Sarraute, où Dussolier et Trintignant parient sur le nombre de prises. Ils parient en cachette de Doyon. Et Doyon finit par se rendre compte que parfois, il y en a qui jouent vraiment beaucoup plus bas que d'habitude. Et puis, il y a une certaine prise, à la 22e, Trintignant donne tout. Et là, il comprend qu'il se passe quelque chose. Et qui sont en train de parier et parient de l'argent sur les prix. Et donc Doyon s'en amuse et sans rien dire, finit par organiser tout ça. Voilà. Ouais, c'est ça. Et Trintignant prend ça très bien parce qu'il a de l'humour, mais Dussolier a beaucoup de difficultés à supporter de devoir faire plusieurs prises, 10, 15, 20, enfin, en tout cas. Et Doyon lui dit qu'il est trop bon, en fait. C'est-à-dire qu'il est tellement bon qu'il cache le texte et qu'il souhaiterait que l'acteur soit au service du texte et pas l'inverse. Et il lui écrit une lettre, je crois, même, vous dites dans Oui, apparemment une missive une lettre assez baroque et longue, ouais. dont Jacques parle toujours avec beaucoup d'étonnement. Voilà. D'accord. Et vous parliez d'un deuxième exemple. Vous évoquiez l'exemple Dussolier et Trintignant, et il y avait un deuxième exemple, si je me trompe. Alors, il y a celui de Ponette. De Ponette, ouais. Et
et alors ça, c'est dans le film de Jeanne Crépeau qui s'appelle Le Jouet Ponette, donc qui est un film qui est une sorte de documentaire constitué des images du combo, donc du petit appareil qui sert à voir ce que le chef opérateur est en train de manigancer. Et alors, elle a retrouvé ces images et qui débordent toujours un peu sur la prise elle-même, c'est-à-dire que ça commence avant, il y a le moteur, et puis ça finit après, un peu après le coupé. Et donc, on voit l'actrice qui joue Ponette, 3 ans, en train d'être fort triste, peinée. Sa mère est morte et elle est dans le drame et c'est très émouvant. Et puis Jacques Doyon dit couper et elle se met à gesticuler dans tous les sens parce qu'une abeille tournait autour d'elle. Et elle dit j'avais un peu les jetons quand même. Voilà, c'est-à-dire que dans le jeu, elle joue avec tellement d'intensité qu'elle est capable d'en oublier sa peur. Et ça, c'est, je pense, le plus bel exemple qu'on peut donner aux moralisateurs qui, après l'obtention du prix d'interprétation à Venise pour cette petite Ponette, ont crié à l'usurpation, à la manipulation, etc., etc. Je crois que c'était Polanski qui était président du jury, si je me souviens bien de ce. Je me souviens très très bien de cette histoire-là, et ça m'avait donné envie d'aller voir Ponette. Je vais vous poser une question extrêmement. C'est peut-être une question idiote, mais bon, on dit qu'il n'y a pas de question idiote, mais avec tout ce que j'ai lu et tout ce que vous me dites là maintenant, je ne peux pas m'empêcher de vous poser cette question, et puis parce que vous discutez souvent avec Jacques Doyon. Ce serait quoi la méthode Doyon par rapport au... Je dirais pas diriger un comédien, mais pour le regarder, pour travailler avec lui. Là, pour le coup, c'est une question, ça m'intéresse davantage. Ce rapport-là avec les comédiens, comment il fait pour arriver à faire en sorte que le comédien soit tellement à l'aise qu'il ait cette impression que le film lui appartient et donc il se donne à 100%. Alors, moi, je ferai une réponse qui sera très, très... Alors, il n'y a pas que la conversation avec Jacques Doyon régulière, c'est que j'ai participé au tournage d'un film qui a été tourné en 2007, sorti en 2008, qui s'appelle Le Premier Venu. Et donc j'étais sur le plateau et je partageais son logement avec Jacques Doyon, donc on pouvait dérocher le soir sur ce qui se passait dans la journée en dînant. Donc ça, c'est une expérience qui est très forte pour comprendre le tournage. C'est un film dans lequel il y a Gérald Thomasin. Ouais. Et alors je ne sais pas, puisque Gérald était sur ce tournage, et je ne parlerai que du tournage du Premier Venu, s'il est question d'être à l'aise. Je pense qu'aucun comédien n'était à l'aise. Il n'est pas question de ça. Au contraire, il y avait une tension, mais il y a un désir d'y arriver, de produire quelque chose, d'inventer, de jouer. Il y a de la fantaisie, il y a du travail, il y a de la recherche, il y a de la peur, il y a de la joie. Ça peut être très joyeux, ce tournage, comme ça peut être extraordinairement tendu. En tout cas, il y a toute une sorte d'éventail là d'émotions et de postures très importantes. Et très important, l'éventail. Et quant à savoir comment travailler avec les acteurs ou les comédiens, déjà, il faut avoir très envie de regarder quelqu'un pendant des mois. Et ça relève de l'amour. Vous choisissez un acteur parce que vous avez envie de le regarder. Alors déjà, pendant les quelques semaines du tournage, peut-être 3, 5, 6, mais ça veut dire passer plusieurs heures par jour à scruter un visage. Il faut l'aimer, ce visage. Alors, écouter cette voix, puis ensuite on passe au montage, et donc on passe en fait des mois avec quelqu'un, et pour ça, il faut être fou de cette personne. Et Doyon dit volontiers qu'il est amoureux de ses acteurs. Et il n'est pas question de sexualité, vraiment. Il est question d'être amoureux au sens comme on peut être amoureux de ses enfants ou amoureux amoureux d'un morceau de musique. C'est-à-dire, moi, quand je suis amoureux d'un morceau de musique ou d'un film, je suis capable de l'écouter 50 fois ou de le voir 50 fois. Je pense que, je sais pas, Fanny Alexandre, qui est un film que j'adore, ou L'Intendant Sencho, sont des films que j'ai vus un nombre incalculable de fois, sans jamais me lasser, mais comme on ne se lasse pas de regarder son enfant qui dort. Je pense que les acteurs chez Doyon sont choisis parce qu'ils se sentent capables de les regarder avec cet œil aimant ou attentif ou curieux pendant un certain temps.
Quand ça n'est pas le cas, et ça arrive, parce qu'il a fait quand même plus de 35 films, je trouve que ça se voit assez vite. Voilà. Je vous laisse choisir les films et identifier les acteurs en question, mais je trouve que ça se voit assez vite. Parce qu'il n'a pas toujours les acteurs avec qui il souhaite travailler. Oui, j'imagine. À la fin, j'ai fait une liste comme ça des acteurs qui étaient désirés par Doyon et qui ont refusé, parfois au dernier moment, parfois plusieurs reprises. Et voilà. Là, c'est une question de cinéphile curieux. Comment faire pour voir Comédie? Parce que c'est pas si évident que ça, ce film-là. Et bien ça, vous en parlez dans le bouquin. Vous dites qu'il y a parfois, il y a pas mal de films de Doyon qu'on peut pas voir, qu'on peut pas découvrir, qu'on peut pas revoir même, qui sont assez inaccessibles. Comment on peut expliquer cette place qu'il a dans le cinéma français actuellement, une place très très particulière, ou qu'il a toujours eu peut-être même? Vous l'évoquiez au début de l'entretien. Toujours, parce que Berry coproduit Un sac de billes en 1975. Après le succès de Les doigts dans la tête. Mais je crois que la méthode dont on parle, ce que j'appelle poétique Doyon, ça déplaît fortement à la plupart des producteurs qui aiment prévoir, qui aiment être dans l'idéalisme. Je pense que la surprise, ça les angoisse. Et donc, Berry supportait pas, d'après Jacques tourne en douce. C'est ce que je dis, en douce. Moi, je trouve ça très joli. Elle est tournée en douce. Et les scènes qui sont tournées en douce dans ces films de commande, qui est Un sac de billes, je les trouve vraiment très, très émouvantes, très belles, très délicates. Et donc, il faut accepter de tourner en douce. Alors, forcément, quand on se met des producteurs à dos, parce qu'on a tourné en douce, parce qu'on n'a pas fait ce qu'on avait prévu de faire, ou ce qu'on n'avait pas prévu de faire, mais ce qu'on avait dit qu'on ferait. Il faut savoir parfois être un peu... je sais pas, arranger un peu le projet pour pouvoir trouver de l'argent. Et peut-être qu'il y a une sorte de rancœur par rapport à ça. Et c'est un cinéma aussi qui est très variable en fonction de ses entrées. C'est-à-dire qu'il peut rapporter un peu d'argent comme Le Petit Criminel, c'est un beau succès en nombre d'entrées. Et puis, je parlais de Trop peu d'amour, qui est ce film que je trouve vraiment très réussi, introuvable. Là. Et ça doit faire entre 20 et 30 000 entrées, Trop peu d'amour, c'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Effectivement. Et c'est vrai que Comédie, par exemple, c'est un film qui reste pratiquement, si je ne me trompe pas, introuvable. C'est un peu... Je vous l'enverrai. Sachez que moi, je l'avais vu à la Cinémathèque française au moment de la rétrospective. C'était la seule fois. Et j'avais besoin de pouvoir le revoir pour écrire. Je suis allé dans la maison de campagne de Jacques Doyon pour essayer de le trouver sans succès. Il n'en a pas de copie. Et puis, alors par contre, j'ai réussi à avoir une copie de L'Arbre ou de Monsieur Abel, qui était un film que je n'avais pas vu. Mais ça c'est dans les archives de l'INA, donc on peut trouver. Ouais. Mais Comédie, le film a été vendu peut-être, je crois, peut-être à un fourreur du Sentier, qui a dû racheter, quand on rachète des biens comme ça à un moment, et puis peut-être a été racheté pour l'instant par un diffuseur qui souhaiterait le rediffuser. Et j'ai été mis en relation avec ce diffuseur qui m'a gentiment envoyé une copie non restaurée, avec même au milieu du film, ça doit être une VHS qui a dû switcher à un moment, donc j'ai même peut-être 30 secondes d'un téléfilm qui passe au milieu de Comédie, mais ça me permet au moins de le consulter, et c'est un film, c'est incompréhensible, c'est un film qui est... Alors, Jane Birkin, Alain Souchon, donc je ne vois pas pourquoi ça ne passerait pas sur une chaîne. Voilà, et puis c'est un film qui est drôle, qui est intelligent, qui est assez vif, qui est un des plus fantaisistes du cinéma de Doyon. Donc ça, c'est vraiment un mystère. Et c'est vraiment un mystère comme La Puritaine, c'est un mystère aussi. La fille prodigue. Oui. Beaucoup de films comme ça qui... C'est vraiment très très bizarre. Pardon. C'est ce qu'avait vécu, je crois, à un moment Chaplin dans les années 70, quelque chose comme ça, où on ne pouvait plus voir ses films à cause de, je
je sais plus, il y avait un problème financier, et puis on a fini par, j'avais lu un article de Truffaut là-dessus. Mais c'est vrai que c'est très, vous en parlez dès le début dans le livre, que c'est assez peu évident de voir ça chez un cinéaste. C'est agaçant. MK2, par exemple, avait sorti, un coffret, enfin 2 coffrets, enfance, adolescence, cinéma de Doyon. Je ne sais plus à quelle période, je dirais début des années 2000. Et ça a dû paraître, je ne sais pas, je dirais en septembre, quelque chose comme ça. C'était épuisé avant Noël. Et on parle de période où les DVD étaient très vendus. Et ça n'a pas été réédité. C'est une question qui se pose. Je sais pas, il y a peut-être un désamour, ou c'est peut-être parce que c'est un cinéma qui est trop peu vu, ou qui est marqué aussi, effectivement, d'un certain nombre de sauts un peu prenants, un peu lourds, comme son langage un peu difficile, prise de tête. Voilà. J'ai eu une critique concernant ce livre, qui est la seule critique négative, qui était dans un petit magazine en ligne belge, et où le journaliste finissait par dire que c'était un livre prise de tête, mais on dit souvent du cinéma de Doyon que c'est un cinéma prise de tête. Donc, moi je pense que Jacques devrait s'énerver comme Piala s'est énervé, que ça ferait du bien à son cinéma, et qu'il y a des films qui sont vraiment, enfin, qui sont des très grands films de l'histoire du cinéma français d'après-guerre. Voilà. Et quand je les ai revus, enfin Amoureuse par exemple, le premier que j'ai vu, avec une image de Christophe Pollock extraordinaire, une Charlotte Gainsbourg d'une émotion. C'est un film. En fait, ce sont des films que j'appelle sans gras, c'est-à-dire qu'il y a toujours une scène, une phrase, un jeu dans un film où on se dit bon, on aurait pu s'en passer, ça aurait pu être mieux. Ceux-là, comme La Drôlesse, comme le jeune Werther, le film se termine et on se dit mais en fait il n'y a rien à changer, quoi. Le jeune Werther, mais c'est un film que d'abord que j'ai montré quand j'enseignais dans le secondaire il y a fort longtemps, et avec énormément de plaisir pour les élèves, parce que c'est un film qui met en scène des vraies questions métaphysiques à l'adresse de jeunes adolescents, avec à leur hauteur, avec un respect qui n'est pas celui d'une force qui viendrait se poser sur leurs frêles épaules, mais leurs épaules ne sont pas frêles, ils sont intelligents, ils sont fins, ils sont perspicaces, et sur plan de l'image, c'est des films d'une inventivité, d'une intelligence, et puis c'est des films drôles. Voilà, ça on oublie aussi souvent. Le cinéma de Doyon, c'est pas un cinéma prise de tête, ou quand il l'est, c'est aussi un cinéma de prise de tête par humour, enfin comme Jacques Doyon aime beaucoup Woody Allen, et ce rapport au langage, avec des choses trappes, des jeux de mots, des mises en abîme, on le retrouve assez volontiers dans le cinéma de Doyon, et ça passe étonnamment presque tout le temps inaperçu. Et ça, c'est très étonnant. En tout cas, moi, je suis très content aujourd'hui qu'on ait pu avoir cette occasion de parler et de ce livre, Les Prises Doyon, qui est édité chez Marest, de vous avoir aussi à mes côtés pour parler de Jacques Doyon. Et puis, j'espère vraiment que cette petite émission va au moins stimuler quelques personnes parce qu'il y a quand même des films qui sont accessibles, hein. Il y a des films qui existent, qu'on peut se procurer en DVD, et je crois même sur quelques plateaux de VOD, je crois. Il faudrait que je vérifie ça. Alors, on peut voir Rodin sans aucune difficulté. Ça, c'est sûr. Mes séances de lutte aussi, ça coûte 2,99 €, je crois. Le premier venu doit être téléchargeable aussi. Raja, Carrément à l'Ouest. Au moins Amoureuse, Le Petit Criminel pour sûr, La Vengeance d'une femme, je crois, est sur Canal, La fille de 15 ans aussi, comédie donc Invisible. Invisible, ça. Peut-être si la personne qui a racheté les droits me l'autorise, je ferai un post sur La Loupe, par exemple. Ah, j'allais vous le dire, La Loupe. Bah oui, parce que ça, dans La Loupe, il y a quelques films comme ça, introuvables, donc comédie. Hein. Je veux pas non plus gâcher l'effort d'un diffuseur qui vient racheter les droits, qui doit peut-être nettoyer une copie, etc., faire un gros travail. Donc, La vie de famille, film d'une tendresse et extraordinaire, avec Maragoyer, et qui est, voilà, ça c'est visible aussi. La Drôlesse est visible, La femme qui pleure est visible, Un sac de billets est visible, et L'an 01 aussi. Donc il faut foncer, quoi. Et L'an 01, voilà un film
est un film d'une actualité brûlante. Un film qui a été réalisé par plusieurs personnes et qui a été fait dans les années 70, si je ne me trompe pas. Et qui est réalisé par Doyon. Il y a 2 scènes, une par Rouche et une par René. Mais sinon, c'est Doyon, avec la collaboration de GB, qui est donc un dessinateur qui a fait le scénario avec lui, mais avec l'aide aussi des intervenants. Les intervenants, il y a Depardieu, Coluche, Jacques Higelin, à Noyer-sur-Jabron, dans sa petite communauté hippie. Et c'est un film, on arrête tout, on fait un pas de côté, et puis on voit comment on change le monde. Je pense que c'est un film à voir sans aucune forme de modération, là, tout de suite, maintenant. Là, tout de suite, maintenant. Donc, d'ailleurs, je vais faire ça tout de suite maintenant. Je vais aller le voir. Je vais annuler toutes mes interviews de cette journée. Je vais aller voir. Vraiment, merci beaucoup, Anthony Colo, d'avoir fait pour la clarté, la générosité de vos propos. Et encore une fois de plus, je répète, Les Prises Doyon, c'est édité chez Marest, un livre remarquable. Et vous avez dans le descriptif de cette page, de cette vidéo, un lien qui renvoie directement à la page où vous pourrez vous procurer ce livre. Et puis, il y a les films de Doyon qui existent, qui sont accessibles. Anthony vient de l'évoquer, de le dire. Allez-y, courez, c'est très important. C'est un très, très grand cinéaste. Et vous évoquiez au début Bergala, quelques personnes qui parlaient comme ça. Moi, je me souviens de quelques articles aussi de Danet qui a écrit sur Doyon. Et c'était très beau. C'était aussi de très beaux articles. Très, très beaux. Serge Danet a une lecture du cinéma de Doyon qui est effectivement très fine, comme Bergala aussi. Et je pense que la seule solution, c'est de les voir. Je pense que voilà. Faut les voir. Faut voir ces films. Si vous avez des adolescents à la maison, regardez absolument Le Jeune Werther, qui est un film absolument bouleversant, qui est peut-être sur des questions métaphysiques. Et ça a l'air d'être un gros mot, mais qu'est-ce que c'est que la mort et l'amour? Voilà. Quand on a 15 ans, et quel adolescent de 15 ans ne se pose pas cette question, à moins d'être totalement tiktoké au quotidien, je pense qu'on se pose forcément cette question. Et c'est un film qui répond avec une grâce, une élégance, un peu de grâce, un peu d'élégance. Voilà. Ce sera le mot de la fin, un peu de grâce, d'élégance et de finesse. Merci beaucoup, Anthony Colo. Et puis, on se dit à très vite. Et toutes les informations sont sur la page de cette vidéo. Très bonne journée à vous. C'est parti. Générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.